Il y a une image qui s'appelle la chouette, qui vient des Grecs, c'est la chouette de Minerve, qui est une chouette qui s'envole juste au crépuscule et qui commence à voir au crépuscule. Puis je suis beaucoup avec cette image-là ces temps-ci. Je me dis, c'est comme si je commence à regarder ma vie, qui s'en vient plus proche du crépuscule. Je commence à regarder ma vie avec un autre regard. Je réinterprète complètement la réalité de ce qui a été ma vie. Je viens des années 60. J'ai vraiment eu une seconde naissance à cette époque-là. Et le thème de l'activisme sacré a été un thème, finalement, qui a été présent toute ma vie. J'aimerais vous dire que, juste avant qu'on aille avec cet activisme sacré, je suis dans l'écriture de mon troisième livre, et c'est les années 60 à l'usage des jeunes générations. Alors, je tourne autour de ce thème-là depuis longtemps. Et il y a 2 jours, j'ai eu un breakthrough complètement. J'ai vraiment vu à ce moment-là que les années 60 à l'usage des jeunes générations, le thème dominant de ça, c'était la rencontre de l'expérience intérieure avec une action sociale. Alors, je suis dans un bouillonnement créatif. J'ai écrit toute la journée. Je suis vraiment là, à une étape extrêmement intense de mon processus. Alors j'ai été rencontrer Marilyn Ferguson. Elle vivait en Californie, dans les montagnes. Et je lui ai demandé, j'étais très intéressée à ce moment-là, elle avait une expression qui était, pour elle, les visionnaires, c'était des rêveurs pragmatiques. C'était pas juste des gens qui rêvaient et qui passaient jamais à l'action, pas juste des gens rationnels et actifs, c'était la rencontre du rêve, d'un grand rêve, avec une pratique sociale. Alors, c'était le début, en fait, de l'activisme social à ce moment-là, sans que ça soit nommé, ainsi. On a regardé quels étaient comment ça se passait, qu'est-ce qui faisait que les gens étaient touchés. Alors, c'est avec elle la première fois que j'ai entendu parler de changement de paradigme. Changement de paradigme, ça veut dire un changement de vision du monde. On peut changer de toutes sortes de façons. Il y a un changement linéaire, là, où je change petit à petit, puis je me ramasse vieille, mais je ne l'ai pas vu venir, changement linéaire. Il y a un changement par exception. OK, ça, là, je crois à tout ça, excepté ceci. Il y a un autre type de changement là, qui m'échappe, je ne me rappelle plus, et il y a finalement le changement de paradigme, qui est un changement radical et total de vision. C'est comme si les écailles me tombaient des yeux, et c'est comme si je voyais quelque chose qui a peut-être été toujours là, mais que je ne voyais pas avant. Alors, ça a été un moment collectif où les écailles nous sont tombées des yeux. Pour ça, ça prenait des déclencheurs. Alors, je vais faire un 15 minutes sur ces années-là pour m'en venir dans ces années-ci, OK? Alors, pour ça, ça prenait un moyen d'accès et un déclencheur. Je vais vous donner un exemple de déclencheur. Alors, posez-vous la question, parce qu'on a tous un déclencheur dans nos vies qui nous amène ailleurs, qui nous fait commencer le voyage. Alors, écoutez ça, c'est un des premiers environnementalistes dans les années 60. Il s'appelle Aldo Leopold. Et un jour, il était à la chasse avec ses amis. Écoutez ça. Nous nous sommes approchés du vieux loup juste à temps pour voir une lueur verte et féroce dans ses yeux mourants. Je réalisais alors, je réalisais alors, et depuis, je le sais dans toutes mes cellules depuis ce jour, que je venais de toucher quelque chose de radicalement nouveau pour moi, quelque chose que seul le loup et la montagne savaient déjà. J'étais jeune alors. Je pensais que quelques loups de moins signifiaient plus de chevreuils. Et dans mon esprit, la destruction complète des loups équivalait à une sorte de paradis pour les chasseurs. Mais après avoir vu la flamme verte s'éteindre dans les yeux du vieux loup,
j'ai senti profondément que ni le loup, ni la montagne n'étaient d'accord avec pareille conception. Alors, voilà un bris dans la transe sociale. Voilà quelqu'un qui avait un système de croyances avant et qui vit une expérience forte, qui est en train de briser sa croyance. Il sort du cocon. On appelle ça sortir de la boîte, sortir du cocon, sortir de la transe culturelle. C'est un peu, vous savez, comme les dessins cachés dans le journal. Vous voyez le dessin, bon, il y a un petit paysage, il y a la route, il y a la petite maison. Puis ça dit, trouvez le dessin caché. Et vous regardez, puis vous ne le voyez pas, le dessin caché. Et là, tout à coup, vous voyez un visage apparaître, des grosses moustaches, les yeux, c'est un coin de la fenêtre. Alors, vous réorganisez complètement votre perception et vous voyez ce qui est derrière l'image. C'est exactement comme ça qu'un changement de paradigme se fait. Ça se fait par une réorganisation complète et ça se fait par une expérience profonde. Ça se fait au niveau du ressenti. On peut faire beaucoup d'intellectualisation, mais tant qu'on ne sent pas la chose. Pour moi, le déclencheur dans les années 60, ça a été le LSD. Je venais d'une famille tout à fait traditionnelle. Je pense, bon, je voulais pas trop étudier. À l'époque, on disait, il ne faut pas qu'une femme étudie trop. J'ai été éduquée dans ce paradigme-là. Une femme ne doit pas trop étudier, une femme ne doit pas être trop forte parce que ça va faire peur aux hommes. Alors, se marier, bon, etc., etc. Alors, pour moi, quand j'ai pris du LSD, et je vais vous dire pourquoi je nomme ça ici, quand j'ai pris pour la première fois du LSD, ça a été l'éclatement complet de mon système de croyance. Ça a été quelque chose de l'ordre d'une stupéfaction. Ça a été quelque chose de l'ordre de « Quoi? J'aurais pu vivre toute ma vie sans savoir que ces autres mondes-là existaient? » Ça a été un choc absolument incroyable. Ce choc-là a été le fait, en fait, de toute une génération. On a été 15 millions à ce moment-là à expérimenter avec ceci. On était 15 millions à sortir de l'expérience et à se dire, mais mon Dieu, je pensais que je ne savais pas que la vie pouvait être autre chose que le métro, boulot, dodo. Alors, les années 60, ça a été l'arrimage. On ne peut pas sous-estimer l'influence que cette substance-là a eue dans les années 60. Je pourrais vous faire une conférence complète sur ça. Il y a énormément de recherches qui se font sur ça à l'heure actuelle. Ça a été l'arrimage de cette ouverture de conscience avec tous les droits civils. Ça a été le début de ce qu'on pourrait appeler l'arrivisme sacré. Je trouve ça important de nommer ça parce qu'aujourd'hui, quand je regarde toute la jeune culture de recherche, la culture marginale de recherche des jeunes qui sont en train de s'impliquer au niveau de l'environnement, de toutes sortes de pratiques sociales, je vois aussi revenir la mouvance de ce qu'on appelle les substances sacrées et les jeunes vont à la fois être confrontés à l'ombre de ceci, mais aussi à la beauté de ceci. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, on est en train d'assister à une deuxième vague qui est en train de naître, qui est la conjonction de l'ouverture de conscience, peu importe les moyens, peu importe les technologies, avec une action sociale pour changer le monde. C'est la deuxième vague actuellement. Les vagues précédentes, les générations précédentes ont été extrêmement en réaction avec l'explosion des années 60 qui a complètement terrifié l'establishment. Et une des raisons pour lesquelles l'establishment à ce moment-là a été complètement terrifié, c'est que ce qui a jailli, c'est une force complètement sauvage. C'est quelque chose autour d'une joie de vivre qui était sans bon sens. Et le radicalisme c'était pas on veut des nouveaux cours à l'université. Le radicalisme à l'époque, c'était on veut plus d'université, on veut retourner dans la nature. Alors il y avait ce radicalisme-là et c'était englobé dans cette joie de vivre-là et tu peux rien faire contre la joie de vivre.
quand je suis revenue au Québec, il y a 3 ans, après l'été des casseroles, le mouvement des casseroles, j'ai été présentée à l'éditeur mon projet, années 60, immédiatement. Alors, j'ai pas vécu le mouvement des casseroles, mais j'ai rencontré des jeunes qui sont ici ce soir. J'ai vu la passion, j'ai vu les écailles qui tombaient des yeux, j'ai vu comment pour beaucoup de jeunes, ça a été un déclencheur. Alors, je vous lis le propos qui a été donné à l'éditeur, c'est important dans le thème de ce soir. Il arrive que dans la société, il y ait tout à coup des percées collectives comme si on s'éveillait d'un long sommeil. Ces moments entraînent de la joie de vivre, la solidarité et un esprit festif. On chante dans les rues, on respire plus large, on voit plus haut et on voit plus loin. C'est comme si on tombait en amour. C'est un tomber en amour collectif. On tombait en amour. Soudainement, on en devient beau, puis on devient complètement contagieux. En fait, c'est la joie qui se répand au début comme une sorte de contamination. C'est comme une musique qui vous saisit, puis c'est très difficile de ne pas danser. Qu'on soit pour ou contre idéologiquement avec ce qui se passe, on est emporté par le mouvement. Il y a un déclencheur qui provoque ceci. Une guerre au Vietnam, une hausse des frais de scolarité, la mort d'un roi à la Révolution française, un printemps arabe. Mais ce déclencheur-là est un prétexte. C'est une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une vaguelette innocente qui entraîne un tsunami. C'est une mini-raison qui devient un mouvement déraisonnable et personne n'y comprend rien. Certaines cultures surfent sur cette vague-là, d'autres cultures se noient dans ce mouvement-là. Je continue, c'est un peu long, mais je le continue. La joie collective est telle qu'elle en devient une transe. Écoutez ça, ça devient une transe. On casserole, on chante, on danse, on se déguise, on se masque et on s'aime. Très haut niveau sexuel en général dans ces moments-là. L'éros collectif est au maximum. C'est comme si soudain les écailles nous tombaient des yeux et que tout devenait possible. En même temps que joie de vivre et solidarité, que respiration large et liberté, un chaos s'installe, inévitable chaos. Quand l'explosion se produit, c'est joie et chaos. La violence n'est jamais loin. On sent que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. C'est comme à la fois des funérailles et une naissance. Et ça se fait dans l'eau et le sang, dans l'extase et dans l'agonie, puis le danger est présent à chaque seconde. Si vous essayez de répondre à ce mouvement collectif par des chiffres et des arguments, de la raison résonante, bonne chance. Alors, vous voyez l'impasse qui était là? Bonne chance. Parce que le phénomène qui se passe ici n'est pas qu'un simple phénomène politique. Puis c'est ça que je veux dire ce soir. Là, je ne parle pas du tout de politique à ce moment-ci. C'est un phénomène symbolique. Et il répond à un besoin profond du cœur de chacun, à un besoin de l'âme collective, puis ça ne répond pas à la logique. Vous n'opposez pas des chiffres à une force sauvage. C'est comme vouloir opposer des arguments à des amants qui sont pris dans le feu de la passion. C'est ça qui s'est passé dans les années 60. C'est ça qui se passe actuellement partout sur la planète. Ça ressemble à un printemps collectif. Puis quand on dit printemps, on dit vie, mort, vie. Si vous allez vous promener dans la forêt au printemps, c'est plein de morts, puis c'est plein de vie en même temps. Hein? Tout est en train de se décomposer et tout est en train de renaître. Alors, voilà pour une première image. Oui. Ce qui me vient à ce moment-ci, c'est que peut-être j'ai heurté certains d'entre vous en parlant LSD et années 60. Mais je pense, dans la recherche que je fais à l'heure actuelle, je pense qu'on a beaucoup sous-estimé ce facteur-là. Et je pense que c'est une des technologies qui nous a été donnée.
à ce moment-là parce que le matérialisme était tellement opaque. C'était tellement difficile de sortir du cocon de pensée que ça prenait quelque chose d'extrêmement puissant. Ce que ça a donné immédiatement, les jeunes qui ont été saisis par cela se sont tournés, ça a été le début des psychotechniques. Ça a été le début des technologies de transformation. Ça a été le début des nouvelles thérapies et toute une génération s'est retrouvée en thérapie. Pour soigner le mal de l'âme, bien sûr, mais aussi parce que sans regard sur soi, ça a été le début. En fait, je pense que c'est Thornby qui disait ça. Il appelait ça le grand éveil américain, le grand mouvement d'éveil aux États-Unis. Puis savez-vous, je pense que quand on va regarder de très, très loin, là, peut-être dans 1000 ans, qu'on va regarder ces années-là, ben, on ne se souviendra pas de la guerre au Vietnam, on va se souvenir de ce début de révolution métaphysique. Je pense que cette révolution métaphysique est en cours. On a pensé que ça s'était terminé parce qu'on a le nez collé sur les choses. Mais si vous regardez la Renaissance, ça ne s'est pas passé en 40 ans. Ça a pris 200 ans, 300 ans. Hein, l'Empire romain n'a pas chuté en l'espace de 20 ans. Alors là, on est comme dans un espace historique. Ça prend du temps avant que les choses poussent. Alors, avec le recul, quand je regarde avec le recul, je pense que ces années-là ont semé la graine d'une révolution métaphysique qui est en cours à l'heure actuelle, qui a pris l'underground pendant plusieurs années, et là qui ressort qui ressort, et on sent la deuxième vague collective qui s'en vient, qui ressort parce que l'impasse est encore plus grande qu'elle n'était dans ces années-là. Ce qui a été aperçu dans ces années-là, le bout de la couverte qu'on a soulevé, on est maintenant dans cette crise-là, et cette crise-là, c'est une crise de vie ou de mort. Je pense qu'en 2010, il y a une assemblée de biologistes, de physiciens, etc., et la question leur a été posée, est-ce qu'on est en cours d'extinction massive à l'heure actuelle? Puis je pense que 90 de ces personnes ont répondu oui. De ces scientifiques ont répondu oui. Alors, l'extinction massive, elle est en cours. L'Occident est dans son cycle de chute. Et ça prend... les vagues se lèvent toujours sur fond de désespoir. Mon enseignant spirituel disait une chose étonnante et je le prenais très personnel, puis je me suis cassé les dents pendant des années sur ça. Il disait, je vous enseigne le désespoir pour que vous attendiez plus rien de la vie. Une fois que vous avez compris qu'il n'y a plus rien à attendre, vous pouvez commencer à célébrer. À ce moment-là, je le prenais très personnel. Je pense qu'il disait ça pour l'ensemble de la culture. Alors, reprenons-la, puis regardons-la pour l'ensemble de la culture. Je vous enseigne le désespoir pour que vous attendiez plus rien de la vie. Au moment où vous attendez, je vous enseigne le désespoir pour que vous n'attendiez plus rien de la vie. Vous pouvez commencer à célébrer.